Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de pouvoir prendre la parole en ce forum qui réunit une représentation significative des économistes du monde, des décideurs, des entrepreneurs et aussi les diverses institutions et ONG qui ont un souci particulier des générations futures. Cette démarche altruiste est responsable et salutaire pour l'homme et pour son environnement. Nous sommes particulièrement reconnaissants à M. Jacques Attali pour nous avoir invités à ces forums, mais également nous voulons adresser nos reconnaissances à ses engagements permanents en faveur de plus vulnérables de la planète, avec entre autres son organisation Action contre la faim que j'ai eu à côtoyer dans les zones de conflit. Et je pense que des idées qui permettent en fait de penser aux autres, se soucier aux autres, ces idées font que nous sommes très très reconnaissants par rapport à l'engagement de M. Jacques Attali. Mesdames et messieurs, dans nos sociétés de consommation caractérisées par des réformes et des projets court-termistes avec leurs conséquences souvent catastrophiques, aussi bien sur le plan environnemental, sur le plan social que sur le plan familial, créer un espace de réflexion sur le positive economy, c'est-à-dire une économie qui défend des valeurs supérieures pour une société durable et responsable, est une chance unique pour toute l'humanité. Mesdames et messieurs, pour toutes ces nobles raisons, le meilleur endroit au monde où l'on puisse être ces 3 jours, c'est ici au Havre. Et je suis donc particulièrement heureux d'avoir passé ces 3 jours avec vous. L'une des grandes préoccupations de ces forums concerne l'éducation de la génération future. La première des choses pour l'être humain, c'est, je pense, l'éducation, écrivait déjà un philosophe antique. Et pourquoi l'éducation? L'homme n'est pas accompli sans l'éducation. Premièrement, parce que la vie humaine est un éternel devenir du premier au dernier instant. C'est un fait d'une profondeur abyssale notée justement à Luc Ferry. Nous avons tous et tout à devenir ce que nous sommes, selon la célèbre expression de Pindar, « deviens ce que tu es ». Et je voulais spécialement m'attarder sur l'éducation pour éradiquer les violences sous toutes ses formes, car la crise actuelle que nous traversons au XXIe siècle est un paradoxe étonnant, avec des immenses, importantes possibilités que nous offrent les révolutions technoscientifiques, mais suivies d'une violence inouïe, perpétrée contre soi-même, avec les guerres insensées qui ravagent notre humanité. À quoi attribuer une telle pathologie à un pareil drame de notre société postmoderne? Tout le monde s'accorde pour dire qu'Auschwitz file les paradigmes de l'indicible, de l'absolue horreur. Théodore Adorno ne pourra le dire mieux dans le fameux important texte intitulé « Éduqué après Auschwitz », quand il écrivait « Exiger qu'Auschwitz ne se reproduise plus jamais est l'exigence première de toute éducation. Discuter d'idéaux dans le domaine de l'éducation ne mène à rien à cette exigence. Plus jamais d'Auschwitz. » Ce fut le type de barbarie contre laquelle se dresse toute éducation. Mais que dire de l'après-Auschwitz? Des tueries, des tortures, des génocides. À l'est de la République démocratique du Congo, pour le coltan, les femmes payent de leur vie. Que dirons-nous des horreurs, par exemple en Bosnie et Darfour? Qui se souvient encore du Cambodge, pour ne citer que cette poignée de cas? En ce qui concerne la région des Grands Lacs, le génocide de Tutsis, qui a fait 1 million de morts, était la conséquence d'un conflit ethnique dont la haine de l'autre était exacerbée par une campagne médiatisée basée sur l'insulte
et la stigmatisation. Qualifiez votre semblable des cancrelats, des vermines ou des serpents. La deuxième étape va consister tout simplement à l'écraser. Le mécanisme d'extermination ethnique est toujours précédé par une éducation qui refuse à l'autre son humanité. Aujourd'hui encore, dans la même région, de Grands Lacs sévit un discours, une éducation à la haine qui se fonde sur la supériorité ethnique. Notre belle région des Grands Lacs ne pourra vaincre ces démons de la haine ethnique que si émerge rapidement un discours, une éducation qui prône l'appartenance de tous les habitants de la région à l'humanité commune. En Europe, après quelques décennies de cohabitation plus ou moins pacifique entre différents peuples de différentes langues et différentes origines religieuses, une paix interraciale a été acquise à la suite des enseignements tirés de la Shoah. Aujourd'hui, l'armistice interracial et l'armistice interreligieux semblent avoir été jetés aux oubliettes. Dans certaines régions, voire dans certains pays, la sonnerie aux morts, victime de la barbarie de 2 précédentes guerres mondiales, cette sonnerie qui en outre rappelait le danger de la haine, du mépris et du rejet de l'autre, a laissé la place aux cris de haine raciale et religieuse et qui appelle une nouvelle guerre. La seule arme contre la résurgence de cette propagande et idéologie mortifère est l'éducation. Face à l'éducation qui fait l'éloge de la mort et du chaos au profit de je ne sais quel bonheur, dans je ne sais quel paradis, des hommes de bonne volonté, de toutes les cultures, de toutes les religions, doivent se mettre debout et infiltrer les écoles, les églises, les mosquées, les médias, les web, les parcs de jeux, pour éduquer, prêcher la bonne nouvelle de l'excellence de la vie, la bonne nouvelle de l'enrichissement qui peut découler de la différence. Aujourd'hui, nous pouvons créer de nouveaux Mozart. Quelque prodigieux qui a été le talent naturel de l'homme, merveilleux et miraculeux placé dans l'enfance, ne pourrait s'exprimer que dans un environnement propice. En un mot, l'épanouissement de l'homme et de la vie elle-même dépend fortement de l'éducation. Cette phrase de Charles Dickens, écrite en 1848, m'interpelle chaque fois au nom de ma vocation médicale et défenseur des droits humains et des libertés. On entend parler quelquefois d'une action pour dommage contre le médecin compétent qui a déformé un membre cassé au lieu de le guérir. Mais que dire de certains milliers d'esprits qui ont été déformés à jamais par les ineptes insignifiants qui ont prétendu les former. Nous voulons parler, bien sûr, ici, des enfants soldats dans notre région où les adultes déforment les enfants, les apprennent à détruire la vie, à violer les femmes, à violer les villageoises. Nous parlons ici des filles des Chibok enlevées par le groupe Boko Haram, les nouveaux Moudjahidines qui sont sous le joug du système éducatif mis en place par l'État islamique. Quel est l'avenir de ces enfants déformés, ces enfants qu'on apprend à faire le mal et que dans leurs gènes ils inscrivent la destruction de l'autre? Quel est l'avenir de ces sociétés? Dans ma région, les propagandistes de la haine violent les parents en présence de leurs enfants. Ils forcent aussi ceux-ci à violer leurs propres parents, installant ainsi de façon définitive dans ces enfants le non-respect de la vie, l'absence totale de la dignité humaine, et donc ils en font des vecteurs de la haine et de la destruction de la vie. Parfois, ils sont obligés de tuer leurs propres parents comme serment de leur engagement et avant de recevoir et porter les armes. Des adultes qui commettent ces actes et qui ne répondent pas devant la justice contribuent à la destruction de notre humanité commune. Et je les considère pire qu'un médecin qui a raté la réduction d'une fracture. Malheureusement, des hommes qui commettent ces actes, qui éduquent au mal, qui éduquent les enfants à détruire notre humanité commune, malheureusement, ces gens sont rarement poursuivis. Mesdames et messieurs, outre l'inégalité économique et sociale, la fracture numérique
n'est pas du reste. L'accès aux nouvelles technologies progresse partout dans le monde, mais force est de constater que nous assistons à une fracture numérique sans précédent. Notre monde actuel est caractérisé d'une part par des mutations rapides, engendrées par les économies et les sociétés basées sur la connaissance et les révolutions technologiques, et d'autre part par la prédominance des savoirs et des capacités dans les facteurs primordiaux du développement durable, avec la nécessité de mise à jour de modes de formation et d'apprentissage pour faire face à ces mutations. C'est une société qui est mondialisée, où les stocks et les niveaux de savoir deviennent des facteurs primordiaux du développement durable. Nous passons donc de la société de l'information, ou un réseau de sociétés numériques qui insiste sur la puissance des technologies, qui imprègne désormais l'ensemble de la société avec affirmation de l'émergence d'une ère nouvelle. L'économie donc numérique, l'éducation numérique, le commerce numérique, où presque tout s'est fait par l'ordinateur et le numérique. Mais force est de constater que certaines sociétés moins avancées, comme l'Afrique, comme mon pays, sont encore à la traîne. Que faire pour réduire l'écart et impulser un développement durable dans ces régions? Ces défis de mutation sans précédent appellent à revoir les méthodes de formation, à introduire les outils informatiques dans les systèmes éducatifs, à renforcer le potentiel de formation et à réformer des politiques et des systèmes éducatifs à mesure de trouver des réponses aux préoccupations liées au choix de ce qu'il faut apprendre, des démarches d'apprentissage, des finalités de l'apprentissage et de son impact au plan individuel et collectif. D'ailleurs, plusieurs économistes s'accordent pour dire que la fracture économique est la conséquence logique, tout simplement, de la fracture numérique. Et l'exemple de Panzi, où je travaille comme médecin et où je prends en charge les victimes de violences sexuelles, est une illustration pathétique de l'inégalité économique liée à la fracture numérique. Le programme modeste d'éducation mis en place par la Fondation Panzi en faveur des victimes de violences sexuelles, cette initiation informatique leur permet de développer les capacités des femmes et font vraiment la différence entre les femmes qui sont capables d'utiliser les outils informatiques aujourd'hui et les femmes qui n'ont pas cette capacité. Dans le cadre de la prise en charge holistique de ces victimes à la Fondation, le programme essaie de les conscientiser sur les thèmes relatifs à la santé, conjuguer les efforts pour la formation des compétences en affaires, montrer leur capacité également à pouvoir collaborer entre elles et pouvoir se protéger mutuellement. Et ceci ne peut se faire que si nous avons cette capacité de pouvoir communiquer. Et ici, en fait, l'usage de l'Internet, l'usage des téléphones même mobiles, permet à ces femmes de pouvoir faire la différence de gestion de leurs affaires, leurs transactions financières et pouvoir se protéger mutuellement. Mesdames et messieurs, nous ne saurons relever les défis de l'éducation de les générations futures qu'à la condition qu'on favorise une meilleure éducation de l'estime de l'autre et de l'idéal de vie, car le manque d'idéal favorise la capitulation et le désespoir. Les propositions des institutions internationales en matière d'éducation sont très salutaires et nous disons oui à la transformation et aux réformes du système éducatif, l'éducation de qualité, l'éducation pour tous. Mais il convient de savoir ce qui est au centre de cette éducation de qualité et pour tous en repensant l'éducation sur le fond de l'humain, l'éducation qui revient sur la dignité humaine. Le monde a besoin encore et encore d'idéal, ce qui peut signifier entre autres la célèbre formule de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde, or cette beauté se trouve aussi dans les yeux de l'autre qui est différent de moi. » Je vous remercie. Merci infiniment. Merci.